Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, journaliste. Bon, je ne vais pas m'étendre sur votre présentation puisque la plupart des internautes qui nous suivent vous connaissent déjà. Alors on est venu vous parler de plusieurs sujets. Le premier sujet dont on aimerait parler avec vous, c'est les événements récents à Kiev, donc qui sont décrits par les médias mainstream, en tout cas en France, comme voilà, des gentils manifestants pro-européens qui manifestent pacifiquement, et une répression du régime pro-russe, pro-Poutine qui a écrasé donc ces manifestations dans un bain de sang. Quelle est votre analyse, vous, de cette situation actuellement ? Vous savez, moi j'ai une approche qui est totalement différente. Vous savez bien que je ne suis pas vraiment fondamentalement géopolitologue. En revanche, je connais bien les crédits défaut swap. Et je ne sais pas si vous avez observé, mais les crédits défaut swap sur l'Ukraine avaient commencé déjà à dégénérer bien avant la manifestation. Donc il y a des gens qui étaient bien informés de ce qui allait se passer. Tada! D'accord ? Hein, déjà, ça vous montre voilà. Alors en ce moment, le monde financier, tous les traders sont en fait un peu dans la panique parce qu'ils s'attendent en fait à un défaut de paiement de 60 milliards de la part de l'Ukraine. Et oui, c'est ça le plus important. Alors, il va de soi, si vous voulez, que la CIA est extrêmement active en ce moment en Ukraine. Hein, vous avez entendu les déclarations de la numéro 2 des affaires étrangères, Fuck Europe. Hein, ça lui a échappé. C'était extrêmement... parce qu'elle se moquait éperdument, si vous voulez, de ce qui allait se passer, de la réaction de l'Europe. Seule la position des États-Unis est importante. Ils en ont rien à cirer de l'Europe. L'Europe, c'est juste un paravent. Ça a toujours été un paravent. Fuck Europe. And I think we've got to do something to make it stick together, because you can be pretty sure that if it does start to gain altitude, the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it. Fuck the EU. C'est flagrant. Donc déjà là, ça vous donne une deuxième vue un peu différente. Alors il y en a une troisième, si vous voulez, c'est que il y a ce qu'on appelle en ce moment, et d'ailleurs ces mouvements-là sont toujours anticipés. C'était le cas en Argentine. Avant l'effondrement de l'Argentine, par exemple, les multinationales américaines avaient retiré tous leurs capitaux, grosso modo un mois maximum et une semaine minimum avant l'effondrement, d'accord ? Avant que tous les distributeurs automatiques de billets en Argentine soient mis au point mort. Voilà, donc ça c'est une chose. Et aujourd'hui, donc, vous avez une attaque globale sur la devise ukrainienne. Hein, les gens, ça on vous le montre pas, on vous montre que les manifestants, mais en fait il y a des gens qui essaient de retirer de l'argent dans les banques en ce moment et qui n'y arrivent pas. Vous voyez, donc il y a une sorte de bank run. Ensuite, vous avez un quatrième point à prendre en compte, c'est le maître à penser de la famille Bush, qui est un Polonais extraordinairement intelligent. Qui s'appelle Monsieur Zbigniew Brzezinski, et qui a toujours anticipé, donné les plans en fait de l'impérialisme américain, hein, en particulier, et son cheval de bataille à Brzezinski, il est polonais, hein, d'origine polonaise, ça a toujours été l'Ukraine. Ne jamais oublier ça. Pourquoi l'Ukraine ? Il a toujours dit, même avant l'effondrement du bloc de l'Est, que l'Ukraine était le point central, le point névralgique, hein, du bloc, ex-URSS et Russie actuellement. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai retweeté il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours. Il a dit que s'il cassait l'Ukraine, eh bien, il cassait la Russie en deux. Et Poutine et la Russie ne seraient plus un empire. Donc, là, ça vous donne un 4e ou 5e point, je ne sais plus où j'en suis, d'éclairage, si vous voulez, sur ce qui se passe en Ukraine. Voilà. Ensuite, 6e point, je termine là-dessus pour vous donner une idée. Ce qui se passe là, c'est quand même assez similaire à ce qui s'est passé en Yougoslavie. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Vous avez les Ukrainiens ont quand même faut jamais l'oublier, ils ont été pro-nazis. Hein. Faut peut-être le rappeler. Hein. C'est pas des enfants de cœur, ils ont accueilli les nazis avec beaucoup de joie et d'honneur à l'époque. Bon, c'est normal, hein, à l'époque, en fait, c'était les sauveurs pour eux, hein, par rapport au joug qu'ils vivaient, donc on peut leur accorder ça. Mais vous avez une partie de l'Ukraine qui parle russe, et l'autre qui parle ukrainien.
Là, vous avez un conflit typiquement serbe-croate, c'est-à-dire une fracture totale par la langue. Hein, c'est des frontières linguistiques, en fait, hein, que vous voyez se manifester ici. Et donc, vous mettez une couche de CIA là-dessus, et de NSA, et d'écoute de tout ce que vous voulez. Et surtout, pour empêcher les Jeux de Sochi d'avoir du succès, voilà. Là, c'est le bouquet. Là, ils font d'une pierre 5 coups. Là, c'est formidable. Alors, ce qui est quand même relativement étonnant, c'est il y en a beaucoup d'analystes disent que c'est plutôt la partie qui parle ukrainien qui serait plus pro-Union Européenne et la partie russe qui serait plus enclin à continuer à business avec Poutine. Mais ce qui peut paraître relativement surprenant, c'est qu'il y a plusieurs pays qui ne sont pas encore dans l'Union Européenne ou qui étaient dans l'Union Européenne qui ne souhaitent pas rentrer dans l'Union Européenne. La Serbie veut. Ou qui veulent en sortir, notamment certains pays scandinaves se commencent à se poser la question de la Finlande, la Suède. Voilà. Parce que l'euro et l'Union Européenne ne fait plus rêver. Pour ceux qui connaissent les conséquences économiques de l'euro, ça ne fait plus rêver. L'euro ne nous a apporté que des dettes. Alors ma question c'est pourquoi est-ce qu'elle fait rêver quand même certains Ukrainiens, cette monnaie? Parce qu'ils sont à 200 € par mois. C'est tout simplement. Je veux dire, l'Europe les fait rêver au même titre que l'Europe, que la France ou l'Allemagne, ou l'Italie faisait rêver les Bulgares du temps où il y avait le bloc de l'Est. Vous savez, moi j'ai été en Bulgarie en 1997-98, je voyais des gens qui marchaient encore avec en guise de chaussures, ils avaient des pneus usagés coupés en morceaux et attachés avec une ficelle. D'accord? Donc c'est pour eux... on venait de France, c'est comme si on venait de la planète Vénus, quoi. Oui, pour reprendre la littérature de science-fiction des années 60. Mais quand même, ils ont des informations. Ils voient bien que la Grèce, l'Union Européenne leur imposait des réformes structurelles un peu démentielles. Mais non, mais c'est le voyage. Ils peuvent prendre l'avion et atterrir directement à Paris sans passer par... C'est ça que vous devez voir. C'est ça que vous devez voir. Si vous pouvez réexpliquer, parce que j'ai pas bien compris votre image. Laquelle? C'est de prendre un avion pour Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, je vous signale, déjà ils vont mettre 3 mois pour avoir un passeport, si ce n'est pas 6. Et encore, il faut graisser la patte, je sais, parce que j'ai des relations ukrainiennes donc, qui me racontent ce qui se passe, enfin ce qui se passait encore il y a 3 mois. Donc, vous ne pouvez pas sortir du pays aussi facilement que vous pensez, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'à partir du moment où vous avez l'Europe, vous êtes dans le bloc européen, vous êtes, je veux dire, tout se simplifie, je veux dire, ça c'est qu'au niveau de vos déplacements, tout simplement. Oui, mais c'est une minorité qui va profiter de pouvoir voyager en Mais Europe. c'est toujours une minorité qui profite de tout. Voilà. C'est toujours une minorité qui profite de tout. C'est pas le paysan au fin fond de la Lozère qui a profité de l'ouverture de l'Europe, hein, je vous le signale. Hein. C'est toujours une minorité qui profite, c'est vieux comme le monde. C'est pas nouveau ça. Donc, pour en revenir à la crise ukrainienne, vous pensez qu'il y a une sortie de crise prochaine qui est possible ou que ça va logiquement empirer? Je vais vous répondre par autre chose. Vous vous souvenez, alors je crois que c'était en janvier, vous avez les images ou le film, je ne sais plus, vous le retrouverez. Vous avez le pape qui est apparu sur son balcon et qui a lâché pour la paix en Ukraine, je le rappelle. Qui a pris une colombe blanche, symbole de la paix, oui, le genre Nations Unies, blabla. Oui, on verse une larme, Bambi, les papillons, etc. Et il lâche la colombe pour la paix en Ukraine. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez un corbeau qui arrive de nulle part, bam, qui le dégage. Vous avez ensuite une mouette, bam, qui la dégage. Enfin, ça a été chaud. Je veux dire, tout le monde, le monde entier a vu ça. Tout le monde a interprété ça comme un très très mauvais signe. N'oubliez pas, le mot augure vient de l'interprétation du futur pour les Romains. Hein, en général, César ne partait jamais à faire la guerre si les prêtres n'avaient pas lâché des oiseaux, des colombes sacrées, etc. Puis en fonction de la direction qu'elles prenaient, donc on disait si les dieux étaient favorables ou pas. Augure. Vous collez ça au truc du pape, et donc je vous dirais que c'est mal barré, quoi. C'est clair, mais c'est vraiment mal barré. Alors, vous avez évoqué le pape, le nouveau pape. Vous avez pas mal écrit sur le christianisme, sur des prophéties, notamment de différentes prophéties de Fatima. Vous avez pas mal écrit sur la chrétienté, sur les anges notamment aussi. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau pape, puisque maintenant on a un petit recul qui nous permet d'évaluer un petit peu sa prise de fonction? Très sincèrement, je n'en pense rien.
je n'en pense rien parce qu'il n'apporte rien de nouveau. Hein. Rappelez-vous, moi, avec mon livre 777, j'avais annoncé clairement, et je le fais même à la radio, etc., et sur le blog, un an avant, j'avais dit que Benoît XVI sera éjecté du Vatican. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé. Je suis le seul mec au monde à avoir dit ça clairement, et en donnant aux lecteurs une grille de lecture qui leur permet de comprendre, je veux dire, mon cheminement, comment j'en suis arrivé là. Hein. C'était pas une boule de cristal, vous voyez, avec de l'encens, hein. Et en coupant des têtes de poulet. Voilà. C'est important. Donc, selon le texte de Jean, parce que je suis très attaché au texte de Jean, ce pape-ci, en fait, techniquement, je veux dire, va amener, si vous voulez, à la destruction. Parce que n'oubliez pas, derrière tout ça, pourquoi Benoît XVI est sorti? Benoît XVI, j'ai eu l'occasion de le chroniquer tout au long sur le blog sur quotidien.com, hein, c'était une guerre financière à laquelle vous avez assisté. C'est comme l'Ukraine, vous voyez pas, les véritables raisons ne vous sont pas montrées sur BFM. Hein. Rappelez-vous ce qui s'est passé très peu de temps avant. Ils ont coupé JP Morgan. Hein, parce qu'il y a une relation entre Blightmaster. N'oubliez pas, mon livre Blightmaster, c'est sorti de mon livre 777. Hein. C'est comme ça que je suis venu à elle. Hein. La JP Morgan a coupé, a déconnecté le Vatican du réseau international de virements SWIFT. D'accord? Et du jour au lendemain, l'intégralité des terminaux de paiement Visa, Mastercard, American Express du Vatican, ils ont à peu près une cinquantaine de terminaux, hein, eh bien c'est fini, ils ne pouvaient plus procéder à aucun paiement. Puisque le clearing, c'est Visa. Enfin, hein, c'est extrêmement complexe, mais justement, c'est ma spécialité. Hein, n'oubliez pas, j'ai une spécialité informatique, hein, journaliste informatique. Donc, et comme par hasard, Benoît XVI a démissionné, peut-être une semaine après. Et 2 jours plus tard, comme par hasard, SWIFT a été rebranché et les terminaux, cartes bancaires du Vatican, ont refonctionné à nouveau. Hein, et n'oubliez pas, je l'ai déjà eu l'occasion de leur expliquer, mais une piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Je suis journaliste depuis 30 ans, je me tape des communiqués de presse de multinationales depuis 30 ans, hein, comme vous pouvez l'imaginer, hein, de la petite boîte jusqu'à IBM. Donc je connais leur mode de fonctionnement. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était peut-être 2 ans avant, 1 an et demi avant, je sais pas, enfin bon, peu importe, c'est que la JP Morgan, Italie, je crois que c'est Milan, ou Turin, Milan, qui sort un communiqué de presse, hein. Donc je vous rappelle quand même que la banque, c'est a priori censé être réglée par le secret bancaire, enfin du moins entre clients, quoi. Et les mecs, ils sortent un communiqué de presse disant au monde, nous ne sommes plus satisfaits du Vatican, nous virons ce client. On lui a demandé de prendre ses affaires, ses clics et ses claques et de se casser. Ça se fait pas, ça, dans le monde bancaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se fait pas. Enfin, je veux dire, vous communiquez. Sortez pas, votre banque, elle va pas sortir un communiqué de presse pour dire qu'un tel a eu un chèque refusé et qu'il va être interdit bancaire. C'est sûr. Bon, non mais... c'est pas un particulier, c'est pas un client. Non mais même, là si vous voulez, les banquiers sont très cons, mais il y a une règle d'or, si vous voulez, qui régit, si vous voulez, encore leur profession, et qui respectent tous, malgré les CDS et tout le truc toxique qu'ils ont pu inventer, c'est le secret bancaire. Je sais ce que c'est, je me suis tapé tout ça pendant l'écriture de Blightmaster, c'est mon enquête. Hein. Dieu seul sait, et Dieu seul sait si elle a essayé de saboter mon enquête. Non mais réfléchissez à ça. C'est très important. Donc vous voyez que, juste pour terminer sur l'histoire du pape, c'est pas par hasard qu'il a dit « je veux une église pauvre ». Hein? Oui. Ok. Alors on est venu aussi à votre rencontre par rapport à la série de suicides qu'il y a eu dans le monde bancaire récemment, et notamment par rapport au CDS. C'est une très bonne liaison avec la JP Morgan. Alors justement, si vous pourriez pour les internautes, parce qu'on nous l'a expliqué 100 fois ou 10 fois, mais en France on est tellement mauvais, moi y compris en économique, c'est une piqûre de rappel, ça fera pas de mal. Mais non, vous n'êtes pas mauvais en économie. Arrêtez de dire ça. C'est pas ni vous ni moi qui sommes ni vos spectateurs qui sont mauvais en économie. C'est tout le système économique qui a volontairement décidé d'enseigner
des méthodes économiques pseudo-mathématiques qui ne reposent sur rien. Relisez le livre du professeur Fekete, il le montre bien. Lui, c'est un mathématicien, hein, c'est pas un charlatan. Hein, il montre bien, si vous voulez, que les Américains, via la Fed, ont acheté l'intégralité, quand je dis acheter, c'est-à-dire que dans le cadre de nos programmes académiques, nous allons vous fournir 2 professeurs de Berkeley ou pendant 1 an, vous voyez, et qui va vous enseigner du Friedman. Hein, c'est quoi Friedman? Toute l'économie aujourd'hui est basée sur du putain de Friedman. Friedman, c'est ça. Oui, Friedman, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Friedman, on lui a donné le prix Nobel parce qu'il a inventé la seule, la seule théorie économique la moins bidon qui puisse justifier un dollar qui ne repose pas sur l'or. Hein, hein, qu'est-ce qu'il vous dit Friedman? Il dit que vous pouvez un pays que vous pouvez fonctionner avec 3% de déficit par an. Hein, bah, je l'ai dit maintes fois à la radio sur d'autres interviews, je vous mets au défi tous et vos spectateurs de fonctionner avec 3% de déficit par an avec votre banquier. Vous allez voir ce qui va se passer. Alors imaginez à la tête à l'échelle d'un pays ce que ça donne. La différence avec un pays, c'est quand même qu'un pays est censé pouvoir fabriquer lui-même sa propre monnaie, alors qu'un ménage ne peut pas fabriquer lui-même ses propres billets, quoi. Bah oui, mais justement, là, vous êtes en train de toucher du doigt, c'est exactement la raison pour laquelle la théorie Friedman a été inventée, puisque la vraie monnaie, si vous voulez, rappelez-vous, Friedman est arrivé comme par hasard, juste après, 2 ans après la sortie du Standard Or des États-Unis. C'était un défaut de paiement. C'était un défaut de paiement, je vous le rappelle. Pour les internautes, c'est l'abandon des accords de Bretton Woods, oui. C'est ça. C'était en quelle année? 15 août 71, fête de la Vierge. Non mais c'est important l'histoire de la fête de la Vierge, parce que si vous le mettez en rapport avec 777, là aussi vous avez une nouvelle grille de lecture, vous voyez quelque chose de nouveau. Alors pour en revenir au CDS... je pense en particulier à la bête argent. Pour en venir au CDS, qu'est-ce que c'est que les CDS, alors pour réexpliquer, même si ça a été expliqué 10 fois. le plus simple possible, vraiment. Bah oui, le plus simple possible. Crédit Default Swap, c'est un système pour voler l'épargne des retraités européens, en particulier allemands. Parce que les plus grands acheteurs de CDS, rappelez-vous, c'est la Deutsche Bank. Aujourd'hui, l'exposition en ce qu'on appelle valeur notionnelle de la Deutsche Bank est égale ou un peu supérieure, suivant les chiffres, mais je pense qu'elle est supérieure en effet à celle de la JP Morgan. Hein, c'est le PIB de l'Asie, plus l'Europe, plus la Russie et les États-Unis. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est complètement énorme. Si vous voulez, c'est un truc qui est là, c'est pas une épée de Damoclès. Vous avez 2 millions d'épées de Damoclès, il y en a une qui tombe, vous prenez tout sur la gueule. Ça c'est un crédit défaut swap. Genre, techniquement, maintenant je vous donne une 3e définition. Si vous voulez, c'est... j'achète... je suis banquier, voilà, je suis banquier, je vous prête, hein, je vous prête 1 million d'euros, d'accord, on va dire 5%, d'accord, pour acheter votre maison. Ok? Bon, vous achetez votre maison, blabla. Et moi, je revends à monsieur le risque. Hein? Donc vous êtes bien noté, hein, vous avez un historique, blabla, etc. Vous êtes AAA. Hein? Donc monsieur dit, puisque vous êtes AAA, moi je prends le risque de, si jamais vous faites un défaut de paiement, c'est monsieur qui va payer à ma place. Enfin à votre place, vous voyez? D'accord? Hein, il va payer à votre place et me rembourser. Voilà. Mais pendant tout le temps que vous payez normalement, moi je lui reverse 1% sur les 5% de taux d'intérêt. D'accord. Et c'est comme ça qu'ils ont niqué tous les fonds de pension européens. Donc c'est un pari sur le risque de défaut de paiement ou sur le bien déroulé du paiement, le bon déroulé. Et est-ce que cette image est bonne aussi? C'est-à-dire que... Alors, pardonnez-moi, je vous donne parce que j'ai en tête, mais vous l'avez sur le blog. Comment dire, l'humoriste américain Jon Stewart a redécouvert les crédits défaut swap, figurez-vous, hein, avec beaucoup de retard, mais il a découvert. Et vous avez sa vidéo, c'est très drôle d'ailleurs. Et il a pris le cas de BlackRock. Hein, BlackRock qui a littéralement comment dire, forcer des compagnies à faire des défauts de paiement afin de toucher l'assurance, afin de toucher les CDS. Techniquement, si vous voulez, ça revient, il y a un restaurant en face qui est très mauvais.
Donc moi je prends une assurance dessus, on dit si jamais ça brûle, hein, on va toucher 1 million, et ben justement le lendemain on met le feu. C'est-à-dire on va toucher 1 million. Voilà, c'est ça. Sauf que c'est comme le Canada Dry, vous voyez, ça ressemble à de l'alcool, ça ressemble à une assurance, mais c'est pas une assurance, parce que les mecs ils ont pas la queue d'un pour payer effectivement s'il y a 2 restaurants qui brûlent. 1 oui, mais 5 non. D'accord, alors les CDS... C'est pour ça que AIG était nationalisé. N'oubliez jamais ça. AIG était nationalisé. Christine Lagarde est allée à genoux, comme les Portugaises à Fatima. Hein, elle a remonté à genoux pour faire une gâterie à Monsieur Bush, pour le supplier de sauver AIG. Elle l'a supplié pour sauver AIG. Pourquoi? Parce que si AIG sautait, la Société Générale perdait 12 milliards en une fraction de seconde. 12 milliards. Alors déjà qu'elle n'est pas en bonne santé, vous imaginez? Tout à fait. Fuck Société Générale. Alors il y en a qui comparaient aussi les CDS à une sorte de Mistigri, c'est-à-dire qu'il avait été que dès le départ... Pardon, une sorte de... comparer les CDS à une sorte de Mistigri. C'est-à-dire Mistigri, c'est la carte, vous voyez, la carte c'est le valet de pique je crois, ou la dame de pique. C'est la carte qu'il faut pas avoir. Et on se la refile comme ça dans le jeu. C'est comme la belote quoi. Voilà, mais c'est-à-dire que on a pas, les gens qui récupéraient des CDS, qui en achetaient et qui investissaient là-dedans, n'avaient pas forcément conscience. Mais ceux qui les avaient conçus au départ... Mais personne ne comprenait rien. Sauf ceux qui les ont conçus au départ. Mais attendez, je veux dire, dans Blight Master, je le montre bien. Je veux dire, à part 20 mecs, ou peut-être 40 mecs dans le monde qui comprenaient vraiment la mécanique des fluides, c'est pour ça que Blight allait embaucher des mecs à la faculté d'Orsay, des spécialistes de mécanique quantique. Attends, elle allait pas embaucher un spécialiste de la poterie, hein, pour piger ce qu'elle faisait. Mais c'est une arnaque, si vous voulez, à très haut niveau. Mais c'est normal, parce que plus les Américains vont vers le défaut de paiement, plus les arnaques sont élaborées. C'est aussi simple que ça. D'accord. On va évoquer quand même la série de suicides qu'il y a eu récemment, c'était en février, donc c'est tout récent. Ouais, ça date d'il y a 4 jours. Donc il y a eu William Brocksmith, Gabriel Magui, Mike Ducker, Ryan Crane, Tim Dickinson, David Bird, Richard Talley. Donc c'est des pendaisons, des défenestrations, des morts suspects, des disparus. Oui. Et chez JP Morgan, et notamment pour la moitié d'entre eux, et puis dans d'autres banques d'investissement, il y a William Brocksmith qui était un pont de la Deutsche Bank quand même. Donc qu'est-ce que ça vous inspire? Puis c'est des âges quand même, 33 ans. C'est ce que j'ai. Attendez, c'est ce que j'ai. La Deutsche Bank, c'est la banque de la CIA. J'étais le seul à le montrer dans Blight Masters. Simplement parce que je discutais avec mes confrères de Wall Street Journal et de Financial Times, etc. Eux-mêmes n'étaient pas au courant. C'est fou. Oui, mais vous allez voir, si vous voulez, c'est quelque chose qui remonte à... je vais vous lire un extrait tout à l'heure, si vous voulez, vous pourrez le réinjecter. Ça vient, si vous voulez, de la première banque qui s'appelle la Bankers Trust, qui a inventé le premier crédit défaut swap, le crédit défaut swap primitif, que Blight Masters va perfectionner, d'accord, mais cette banque a fait faillite. C'est une bande d'escrocs. Même les Américains, les banquiers américains appellent ça une banque de cow-boys. Donc, si vous voulez, c'est une phraséologie. Si vous voulez, cow-boy chez les banquiers américains, si vous voulez, c'est vraiment c'est vraiment des voleurs de prairie, quoi. Voilà. Donc, pour un banquier américain qui dit ce banquier, c'est un cow-boy, c'est un escroc. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bankers Trust, qui était en faillite, au point que son action à Wall Street est tombée quasiment à zéro. D'accord? Qui a racheté soudainement la Bankers Trust? La Deutsche Bank. Quelle idée pour vous, pour une banque saine, a priori, de racheter une banque en faillite, qui en plus a 25 scandales sur le cul, de vol, d'escroquerie, et oui, ils avaient même fait un truc complètement délirant, je ne sais pas si vous imaginez, ils avaient détourné, vous savez, les gens qui meurent, donc ils ont de l'argent dessus. Ils ont de l'argent, enfin il y a de l'argent sur le compte des fois, ça peut être 10 $, comme ça peut être 50 000 $ ou 5 millions de $. Mais ils les gardaient, alors qu'ils s'étaient tenus de rendre cet argent à la ville où la personne est décédée. Alors je me souviens plus si c'est San Francisco ou peu importe, vous retrouverez dans le bouquin. Donc vous voyez que c'est une banque, on ne peut plus charger. Et charger est un mot assez léger pour ces escrocs. C'est des Bankers Trust. Eh bien, figurez-vous que la Bankers Trust fusionne ensuite avec, rachetée par la Deutsche Bank, elle fusionne avec une autre petite banque qui a financé Bill Gates et Howell,
Et dans cette banque, il y a un mec qui prend la direction de cette nouvelle banque. Bush arrive, il nettoie la CIA, qui il met comme numéro 3 de la CIA? Le patron de la Bankers Trust nouvelle. Vous mettez pas un mec à la... C'est comme à la DGSE, je veux dire, vous mettez pas un mec numéro 3 de la DGSE s'il n'a pas un historique de ce qu'on appelle le clearance, hein, de confidentialité, de rubis, d'enquête de la sécurité militaire, et tutti quanti. Voilà, c'est vraiment un mélange des genres, quoi. Mais c'est pas un mélange des genres. Je veux dire, les Américains ont compris que le nerf de la guerre, d'ailleurs tout est dans cette phrase, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein, vous voulez faire la guerre, et le mec il va vous faire la guerre, pour le niquer, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous lui coupez les cartes de crédit, le chéquier, les comptes bancaires, il peut plus acheter d'armes, il peut plus se battre. C'est beaucoup plus intelligent comme guerre. Par exemple, dans la crise ukrainienne, on a vu qu'un des premiers moyens de faire pression pour l'Union Européenne, c'est d'essayer de bloquer les comptes des oligarques ukrainiens. Bah, attendez, ils ont fait ça en Iran, je vous le rappelle. Et ils ont fait ça pour les Iraniens, pour la première fois dans l'histoire, on a déconnecté un pays entier de SWIFT. Et je vous rappelle que SWIFT, hein, pour vous montrer que l'Union Européenne sont donc une bande de putes au service des Américains, c'est que l'ensemble des parlementaires, enfin à l'exception de quelques-uns, ont voté. Ils ont voté le fait qu'on puisse donner toutes vos données bancaires ainsi que ceux de vos spectateurs aux Américains. Qui, eux, en plus, les refilent après à Israël. Ça, j'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que, puisque l'affaire est sortie il y a peut-être 3 semaines, c'est que, en fait, cette demande des Américains, cet accord entre l'Union Européenne et les États-Unis a été fait à la demande précise de l'amiral qui commandait la National Security Agency. Voilà. Donc là, vous reconnectez les trucs et on arrive toujours à la même chose, hein. Les Américains ont décidé, si vous voulez, c'est l'impérialisme américain, c'est Rome. Là, on est en train de revivre ce que le Christ a vécu à son époque. C'est l'impérialisme romain. D'ailleurs, vous avez là, dans les deux, vous avez l'aigle impérial. Moi, j'ai vu Obama l'autre jour à la télé, il était derrière, avec Hollande, tu vois. Il était derrière son aigle. Putain, ça m'a rappelé Astérix, hein, c'est les légions, là. Vous savez, non, mais sérieusement, puis l'autre, comme il était tout petit, si vous voulez, ça faisait vraiment Astérix, quoi. Puis quand on regarde Incroyable Talent ou The Voice ou des émissions comme ça, c'est vraiment du pain et des jeux, quoi, Mais non, mais indépendamment du fait que c'est du pain et des jeux, c'est ce que j'ai montré dans 777, c'est la bête, c'est le faux prophète. Hein, c'est le faux prophète. Aujourd'hui, vous allez en Angleterre, vous allez en Suède, vous allez en Finlande, en Serbie, en Croatie, en Pologne. Vous avez The Voice, vous avez toutes ces émissions de merde, exactement les mêmes, adaptées. C'est toute la culture anglo-saxonne qui est rentrée dans la tête des gens depuis tout ce temps. Alors justement, comme on évoquait la série... Alors je sais plus quelle était la question de départ. Voilà, la série de suicides, qu'est-ce que vous pensez vraiment que ce sont des suicides ou vous avez un doute quand même? Ah non, je pense que c'est vraiment des suicides. Ah non, c'est pas des suicides, ils ont été poussés. Ah non, pour moi c'est pas des suicides, peut-être il y en a dans le tas. Attendez, 3 mecs à la JP Morgan. Ça fait 1 an que je vous dis que la JP Morgan est sur le point d'exploser. Ça fait un an, plus d'1 an. J'ai donné le départ de Black Masters de la JP Morgan avant même qu'elle l'apprenne. Je vous le rappelle, hein, je l'ai donné chez Max Kaiser. Ça a fait boom au sein de la JP Morgan, comme vous pouvez l'imaginer. Et bien 6 mois après, d'un seul coup, on apprend que dans une décision, dans un clash phénoménal au sein de la JP Morgan, Dimon, je l'invente pas, hein, Jamie Dimon décide de vendre Black Masters, c'est son département de matières premières. D'accord ? Vous imaginez le choc dans sa tête. Non mais attends, juste je finis là-dessus. Combien de banquiers de la Goldman Sachs se sont suicidés là? 0. Ah oui, c'est vrai ça. Voilà. Et qu'est-ce que je vous dis depuis 1 an? Qu'il y a une guerre entre Goldman Sachs et JP Morgan. Qui est en train de tourner à l'avantage de Goldman Sachs, manifestement. Puis quand on voit que Goldman Sachs a pu placer des anciens de chez attends, ils contrôlent toute l'Europe. Ils ont voilà, au niveau européen notamment. Et puis, ils contrôlent toute l'Europe, donc ils vont pas... Goldman Sachs veut la peau. Ça a commencé avec Byte. Ils voulaient la peau de Black Masters parce qu'elle était trop brillante et que dans la toxicité, si vous voulez, de son esprit de conquête des matières premières, si vous voulez, elle les a balayées. Elle les a balayées.
Et donc ça pose un problème, parce que Goldman Sachs sait pertinemment, si vous voulez, que la bourse, tout ça, va s'écrouler à un moment donné ou à un autre, hein, et que les gens perdront confiance totalement dans les actions, produits financiers et toutes ces merdes, et on revient au basique, à l'élémentaire, hein, à ce qui nous a toujours fait vivre depuis 30 000 ans, et même plus, c'est les matières premières agricoles, voilà, l'énergie, hein, pétrole. Les ressources naturelles. Oui, les matières premières surtout, c'est très important. Alors on va changer un petit peu de sujet, si vous voulez bien. Donc c'est vrai que nous on vit avec l'Union Européenne et l'euro. Et l'euro, ça a été un dogme pendant très longtemps. L'euro, on ne pouvait pas le remettre en question, c'était la prospérité. Ceux qui voulaient sortir de la zone euro étaient considérés comme des fous, qui voulaient faire revenir le pays à l'âge de pierre, etc. Et depuis 1 an, 2 ans, enfin déjà il y avait quelques économistes depuis le début de la crise qui commençaient à dire, à mettre quelques réserves. Mais là, depuis quelques mois, depuis 1 an, on voit beaucoup plus de gens, entre guillemets, respectables, qui prennent position contre l'euro, et surtout par rapport aux effets néfastes de l'euro sur les économies de différents pays, dont la France. En Allemagne, on a même l'équivalent du patron du MEDEF qui fait campagne avec le parti nationaliste en faveur d'une sortie de l'Allemagne de la zone euro. Donc c'est des choses qui à 5-6 ans étaient invraisemblables. Est-ce qu'il y a des choses... Oui, c'est impensable. Oui. Les lignes sont en train de bouger. Clairement. Par rapport à ça ? Vous savez, écoutez, moi ça fait 6 ans que je fais la revue de presse, hein, voilà, j'ai vu, si vous voulez, je l'ai annoncé longtemps à l'avance, pas à cause de... Si vous voulez, ce que vous devez voir, si vous voulez, c'est que c'est d'abord et avant tout l'explosion de Wall Street le 29 septembre 2008, si vous voulez, qui a mis en valeur ces lignes de fracture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, en fait, un petit peu, si vous voulez, comme à Los Angeles ou à San Francisco, vous avez des lignes telluriques, hein, vous les voyez pas jusqu'au jour où... d'un seul coup, vous avez le sol commence à trembler, et puis du jour, blam, vous avez le grand truc. Il a fallu la crise financière massive pour mettre en valeur, et tout ça est sorti. Les monstres sont sortis de leur cachette. C'est tout. N'oubliez pas, je m'en souviens très bien, mais alors vraiment très bien. Je me souviens même exactement, j'étais assis à mon bureau au quotidien de Paris, il y avait, je sais plus que c'est Tricot qui était là, je crois, en face il y avait Manière, il y avait Dutertre, et j'ai vu passer une dépêche, donc c'était les trucs techniques pour mettre en place l'euro. Et la valeur primaire de l'euro, enfin en francs, hein, en France c'était 6 francs 66 pour 1 euro. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Je vous le rappelle. Et il y a eu une réunion ensuite, c'est une dépêche AFP, hein, c'est une réunion ensuite en disant bon, la 666 ça fait peut-être un peu apocalyptique, on va peut-être mettre 665 hein, parce que les gens ne vont pas aimer. Voilà. Et c'est comme ça que vous avez 665 aujourd'hui. Mais à la base, c'était 666. Là, je m'en souviens très bien parce que ça m'avait marqué. J'ai dit tiens, 666, le mec quand même. Oui, c'est. Alors, même si le discours évolue par rapport à l'euro, il y a encore toujours des magnats, mais des gens qui défendent l'euro envers et contre tous, et qui disent si la zone euro connaît des problèmes, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Vous savez, il y a des gens, qui se sont battus pour dire que le casque intégral n'était pas obligatoire pour les motards. Je m'en souviens, j'ai vu passer des grèves aussi bien en France qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis ils ont pris cette mesure pour les motards beaucoup plus tard. En 73, vous aviez des grèves d'automobilistes qui ne voulaient pas de ceinture de sécurité. Donc vous avez toujours des crétins qui, malgré l'évidence, je veux dire, c'est évident que si vous cassez la figure, si vous avez un casque, bon, quand même, vous avez quand même beaucoup plus de chances de vous en sortir, hein, voilà. Malgré toutes les évidences que vous avez, je veux dire, l'euro était censé transformer l'Europe en un âge d'or. Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez des licenciements massifs depuis 1999. Vous avez que ça. On a perdu 3 millions d'emplois en l'espace de quoi? 4 ans, 5 ans, hein, et je vous épargne tous les emplois qu'on a perdus depuis 2000. Depuis 1000 ans. Et où est l'âge d'or là? C'est une catastrophe. C'est du vol pur et simple. Du bien-être des citoyens. C'est une trahison totale des politiques. Totale. Parce que les politiques, je vous le rappelle, c'est des fonctionnaires. Hein, ils sont payés, les ministres sont payés 30 000 € par mois. Je veux dire, après ils vont toucher une retraite, ils n'en ont rien à tarter de vous. Et de la manière dont vous allez acheter votre bouffe.
votre nourriture pour votre famille, ils s'en foutent complètement. Le fait que vous soyez mis au chômage parce que votre entreprise va délocaliser, comme je l'ai vu il y a 15 jours, je ne sais plus quelle était cette entreprise française. Le mec, alors le patron de l'entreprise dit, bah, c'est simple, on n'a pas le choix, de la crise, machin, plus tous nos concurrents l'ont déjà fait. Donc si on veut survivre, si je veux survivre, j'ai pas le choix. Je délocalise en Pologne ou vous baissez vos salaires de 30%. Ils disent quoi les salariés? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ils sont pas cons. Et ils voient bien que tous les concurrents directs de cette société avaient déjà délocalisé. Donc ils ont accepté, ou ils vont l'accepter, je crois, la baisse de 30%. Mais là, vous recoupez la demande de Goldman Sachs, qui avait déjà demandé il y a 2 ans, la baisse des salaires de 30%. Rappelez-vous, je l'ai chroniqué à la radio, je l'ai chroniqué sur le blog, j'en ai parlé partout. Mais c'est la méthode grecque qui est appliquée ici, à la France. Voilà. Donc, je veux dire, ces gens-là, si vous voulez, sont aveugles. Tout simplement, ils sont aveugles. Ou c'est des fonctionnaires, ou c'est des idéologues. Vous savez, des utopistes, il y en a toujours, hein, il y en a toujours eu. Hein. Vous avez même des gens qui vous expliquent aujourd'hui, des anarchistes, qu'on peut vivre dans l'anarchie. faut le faire quand même. C'est drôle. Moi j'ai vu des pays anarchiques, je peux vous dire que bonjour, bonjour, pour avoir un plombier déjà, il faut se lever de bonne heure. Alors un médecin, n'en parlons pas. En même temps, peut-être qu'il y aurait moins d'injustice sociale que dans le système actuel. Parce qu'on voit des écarts tellement hallucinants dans notre système actuel que peut-être que l'anarchie ce serait le bordel. Tout système, écoutez-moi, tout système politique, quel qu'il soit, vous avez, reprenez, j'ai travaillé pour un bouquin au département d'acérologie, j'ai lu les textes des Sumériens, déjà, qui se plaignaient du fait que le monarque ne distribuait pas assez. Ouais. En Chine, déjà, 100 ans avant Jésus-Christ, il débattait justement du monopole d'État sur le sel et le fer. Donc c'est des débats, effectivement, c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde, mais attention, il y a quand même, vous avez, et ça c'est Fekete qui me l'a expliqué, mais il y en a d'autres, d'autres économistes, parce que je pense qu'il citait d'autres économistes. C'est ce qu'on appelle l'écart entre le plus pauvre et le plus riche. Et aujourd'hui aux États-Unis, ils sont arrivés exactement à la situation de 1929, juste avant. Vous voyez ? C'est-à-dire vous aviez eu 1% de la population qui possédait tout, et tout le reste, voilà. Et si vous regardez en fait la distribution des richesses aux États-Unis, par définition, grosso modo, elle était en France, en Europe, elle était même meilleure, parce qu'ici on avait le bloc de l'Est. Donc les capitalistes, ils avaient intérêt à se tenir au carreau, vous voyez, parce que le peuple pouvait du jour au lendemain changer d'avis. Mais maintenant c'est fini, le bloc de l'Est est mort, il n'y a plus de risque. Donc c'est le capitalisme sauvage absolu qui fait le bonheur de M. Attali et d'autres. There is no alternative. Sincèrement, j'ai pas le sentiment, si vous voulez, il y a toujours des alternatives. Il y a toujours des alternatives, mais permettre, si vous voulez, aux gens de s'enrichir, si vous voulez, au point qu'ils achètent les journaux, les télévisions et ensuite qu'ils balancent les messages, etc., et qu'ils modifient la pensée des autres, parce que c'est ça que vous devez voir, c'est les médias. C'est qui possède les médias? Ça c'est mon vieux dada, vous le savez bien. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. On est bien d'accord, c'est d'ailleurs pour ça qu'on essaie de faire de la réinformation du média alternatif et indépendant. Alors une dernière question, d'après certains internautes, je ne sais pas si vous serez d'accord avec eux, certains trouvent que vous êtes dur avec l'UPR et doux avec le FN. Alors est-ce que... Foutre de l'UPR. Non mais attendez, moi, les gens de l'UPR, je respecte les gens, les adhérents de l'UPR, mais je n'ai strictement plus aucun respect pour Asselineau. Je veux dire, ce mec-là, il devait se présenter aux législatives, etc. Il n'a même pas fait campagne. Il a eu quoi? Je sais plus, 380 voix, 400 voix aux législatives. Dans le Lot-et-Garonne, c'est ça? Oui. Je veux dire, je sais pas, quand on veut vraiment être président, on commence par l'essentiel. Vous voyez, moi je suis journaliste, je fais l'essentiel. Je vais sur le terrain, vous voyez. Je vais à Chypre, je me fais chier à me taper 6 heures de vol, ou quasiment 6 heures de vol, pour regarder les gens essayer de rentrer dans une banque. Vous voyez, il faut aller sur le terrain. Je veux dire, quand vous êtes politique, il faut faire campagne. Il n'a même pas fait campagne. Asselineau prend ses adhérents pour enfin, je sais pas, il faut ce qu'il veut. C'est un très bon analyste. C'est un excellent analyste, mais c'est pas un politique. Beaucoup disent que ces conférences sont très bonnes, effectivement. Mais bien sûr, non mais il n'y a rien à dire sur ces conférences. Mais c'est pas un politique. C'est pas un politique.
Enfin, je veux dire, c'est quoi ce politique? Attends, le mec, je veux dire, du haut de son intelligence, je veux dire, il exploserait tous les candidats que vous voyez aujourd'hui hein, pour les prochaines municipales ou européennes, hein, et il va sur le terrain, il va même pas sur le terrain. Mais c'est un énarque. Les énarques méprisent le peuple. Par définition, regardez dans quelle situation on est. Regardez tous les emplois qu'on a perdus. Et pourtant, où sont tous les énarques? Ils sont à l'Élysée, ils sont à Matignon, ils sont à Bercy. Moi, je peux vous dire que la première chose que je ferais, c'est de dissoudre l'ENA, oui. Hein, parce que ce qu'on leur apprend, si vous voulez, c'est que c'est l'élite de la nation. Hein. Nous, on a eu des énarques en stagiaire au journal. Hein. Oui, les mecs, ils arrivaient, c'est tout juste, ils ne demandaient pas de dégager, quoi. Hein, puis ils écrivaient à notre place, hein, tout de suite. Hein. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas écrire. Ben oui, il faut savoir écrire. Vous savez, écrire une dépêche en 4 lignes, c'est la chose la plus dure. Je peux vous le dire, je l'ai appris. J'ai eu du mal. Mais alors, c'est pas pour défendre l'ENA, parce qu'effectivement, ça pose beaucoup de problèmes, mais maintenant, les politiciens, la nouvelle génération de politiciens, sont même plus forcément issus de l'ENA, des fois ils viennent... Mais qu'est-ce qu'il a dit, Zemmour? Ils sortent de Sciences Po ou d'autres écoles. Mais Zemmour, qu'est-ce qu'il a dit l'autre jour à Ça se dispute? Il a dit, le niveau aujourd'hui est tellement bas, même à l'ENA. Bon, je l'ai dit, puisque vous voulez tout savoir sur Asselineau, manifestement, vous avez eu plein de... Parce que les mecs de l'UPR, ils sont spécialisés, vous savez, ils se donnent le mot, et puis à 50, ils vous envoient des mails. Hein, je le connais, je les ai pratiqués. Moi, franchement, ils sont bien gentils. Moi, je connaissais un mec qui s'appelait Marie, qui était fort sympathique. Eric Marie oui, voilà, donc... et Asselineau, si vous voulez, il est bien gentil, mais... il est où sur le terrain? Oui, sa force politique, elle n'existe pas, alors qu'il y a quand même plusieurs milliers d'années. Il est inexistant. Il est inexistant. Vous ne pouvez pas vous prévaloir de j'ai ce temps de milieu. Et puis le mec, il va sur le terrain, il n'a même pas foutu d'avoir 1000 voix. Il n'a même pas fait campagne. C'est ça que vous devez voir. Très bien. Je veux dire, si vous voulez être élu, ben vous allez sur le terrain, vous allez palper le cul des vaches, vous allez boire des canons dans les troquets, vous serrez la main à tout le monde, hein, vous embrassez les petites filles, les petits garçons, la maman, hein, vous caressez le chien, le chat, hein, voilà, ça c'est un homme politique, c'est Chirac, exemple Chirac. Mais il aimait ça lui, c'était authentique chez lui. Hein. Lui, vous le mettez dans une grange, le mec, il était à l'aise. Je suis pas certain qu'Asselineau soit à l'aise dans une grange. Alors, comment vous verriez pour que la situation change d'une manière positive en France? Est-ce que vous croyez plutôt à un grand soir, plutôt à une solution par les urnes, par les élections, donc malgré, on va dire que les médias voilà, rendent pas justice aux candidats honnêtes, ou alors vous voyez peut-être une solution intermédiaire, comme par exemple une constituante ou ce genre de choses, ou alors vous voyez pas de solution du tout? Si, je vois une solution. Enfin bon, vous êtes gentil avec la constituante. Vous devriez lire notre livre là qu'on a sorti, là, la crise financière française 1789-1799. Hein, vous verrez que les emmerdes pour les Français ont commencé après le 14 juillet, hein, et pas avant. Oui, mais il y a constituante et constituante. Il y a constituante organisée par les élites, et puis il y a constituante, comme on en a rarement vu ou jamais vu, c'est-à-dire organisée par le peuple. Écoutez, regardez autour de vous, dans Paris. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des immeubles magnifiques, vous voyez des châteaux, vous voyez des... c'est quoi? Techniquement, c'est quand même le résultat de un peu plus de 1000 ans de royauté, et de mecs, je suis pas royaliste, hein, mais de mecs qui disaient, exemple Louis XIV, je prends ce terrain, je fais un château. Bon. Il n'y avait pas des trucs démocratiques pour le faire chier en disant qu'on va tuer des mouches, des poissons rares. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est vachement important. Même après la royauté, c'est-à-dire Haussmann, enfin je sais plus. Haussmann? C'était sous la. Voilà. Sous Napoléon. Vous étiez au Standard Or toujours, hein, je vous rappelle. Hein, vous étiez au Standard Or. Hein. C'est important. Regardez les immeubles qu'on construit depuis qu'on n'est plus au Standard Or. Hein. Ils s'écroulent. Ben oui, ils sont sales, ils s'écroulent. Regardez, moi j'ai un exemple typique à vous donner. À la Défense, vous avez les dominos. Hein. Juste quand vous traversez le pont de Neuilly, j'ai vu la construction de ce truc-là en 74, 75, 76. Hein. Ça s'est terminé en 76, 77, je pense. Mais c'est complètement délabré. Regardez l'immeuble en face, c'est un truc haussmannien. Non mais il n'y a pas aujourd'hui, la seule solution, si vous voulez, très sincèrement, je pense que c'est Rougeron qui en a parlé le premier lors de sa conférence. Je sais plus comment il appelait ça. Ah oui, l'homme du destin. L'homme du destin, c'est-à-dire que
C'est-à-dire que c'est un mec qui prend le pouvoir et qui dit voilà, maintenant c'est comme ça, et vous me faites pas chier. Hein, et je dis aux Américains que vos planches à billets, vous pouvez vous torcher le cul avec, et que votre dette, on ne vous la rembourse pas, hein, parce que c'est du PQ, hein, déjà, et qu'on ne se laisse pas emmerder hein, par... voilà. Et c'est pas un système, si vous voulez, démocratique qui oblige une élection tous les 4 ans ou tous les 5 ans, parce que vous avez vu que la démocratie a été volée par les banques. Tout à fait. Je vous le rappelle. Hein. Ce que vous observez aujourd'hui, c'est plus la démocratie. C'est une oligarchie qui utilise la démocratie hein, comme un théâtre de marionnettes, avec, vous savez, avec des personnages qu'on agite, avec les fils. Et les fils, c'est les médias hein, qui sont en haut. Vous voyez, Paris Match, Le Figaro, etc., qui sont d'ailleurs payés par vos impôts et les miens. En plus, hein, ils sont financés, oui. Non, mais faut le faire. Non, mais vous avez même vu que le Grand Orient de France, le mec, ils se prennent 1 million. Mais de quel droit? Mais de quel droit? Putain, ce million, je sais pas, on peut le mettre dans les écoles maternelles. Les crèches à Paris. Oui. Ou enfin même ailleurs, je veux dire, en quel droit le contribuable français doit financer le Grand Orient hein, ou toute autre organisation privée, etc., qui enfin, je veux dire, on n'a rien à faire là-dedans, quoi. Mais c'est au même titre, si vous voulez, que ils ont effacé la dette de l'humanité. Vous croyez que les députés vont voter je sais pas, si vous avez une dette, qu'ils vont vous l'effacer? Ouais, toujours rêver. Vous parlez du journal L'Humanité. Ah, évidemment. Évidemment. Donc vous voyez que, si vous voulez, les forces politiques associées aux médias hein, sont extraordinairement puissantes. Je sais, ça fait 30 ans que je suis journaliste, je les ai vues à l'œuvre, hein, depuis très longtemps. Et maintenant, si vous voulez, c'est la grande différence, si vous voulez, entre les jeunes journalistes et les vieux cons comme moi, si vous voulez, c'est que nous, on a l'expérience, vous voyez, comment dire, pour superposer ce qui s'est déjà passé, parce que l'histoire ne fait que se répéter. Voilà. Et donc vous espérez une sorte d'homme providentiel. Ah ben aujourd'hui, on n'a pas autre chose. Qui serait une sorte d'homme fort, voire de Duce. Non, pas Duce, non, je ne... Attendez, je vous signale quand même qu'on est dans la même situation. Je vous signale que la crise économique après le 14 juillet, hein, qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené Napoléon. Qu'est-ce qu'ils ont fait les révolutionnaires? Ils ont fait que de la putain de planche à billets. L'inflation était de 400 ou 600% en France. Hein, il y avait des grèves. Les boulangers ont coupé la tête aux boulangers parce que les Parisiens pensaient qu'ils cachaient la farine. Ils n'avaient plus rien à bouffer. Et c'est-à-dire que la France non, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne avec la planche à billets? Qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené un autre militaire, Hitler. Hein, Napoléon a fait la guerre aux autres pays. Il leur a piqué l'aurore. Hein, et leur tableau. Hitler a fait la guerre, il leur a piqué l'aurore et leur tableau. Hein. Toute utilisation de la planche à billets amène un homme, qu'il soit providentiel ou dictatorial, peu importe. Mais la planche à billets, en général, elle n'est pas utilisée comme ça du jour au lendemain. C'est parce que le pays, en général, a été mis dans une situation dramatique que les gouvernants se mettent à utiliser la planche à billets. Je pense notamment à la Révolution française et à l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Putain, j'ai pas compris. C'est-à-dire que l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, elle s'est pas mise à faire de la planche à billets par pur plaisir. C'est parce que les conditions du traité de Versailles étaient telles. Mais on s'en fout. Mais attends, mais on s'en fout des raisons ou des conditions. Le problème, c'est la planche à billets. Vous me vendez votre caméra, moi, si je vous donne ça? Non. Bon. Mais vous imposez un régime politique dictatorial qui vous oblige à accepter ce mégot en échange de votre caméra. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est injuste, vous êtes d'accord? Eh ben voilà. Vous avez répondu à votre question. Okay. Et donc, je vous rappelle simplement, je ferme ce tiroir. Aujourd'hui, nous sommes exactement dans la même situation. On est exactement dans la même situation. Les Américains nous font de la planche à billets depuis 2008. Enfin, même bien avant. Mais depuis 2008, ils ont créé plus de dollars en valeur entre 2008 et aujourd'hui que depuis 1913 jusqu'au 29 septembre 2008. Est-ce que vous réalisez que les taux directeurs sont à 0% ou à 0,25 pour la BCE? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, à votre avis? Mais alors, bien sûr que c'est très néfaste que la planche à billets soit utilisée de cette manière. Mais ça va se terminer de la même façon, c'est ça que je veux vous dire. Ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a quand même une sorte de péché originel, entre guillemets, puisque vous avez parlé de 1913, la date de la création de la Réserve fédérale, et c'est aussi... la planche à billets était viciée dès le départ, enfin dès 1913. Mais on s'en tape.
Je veux dire, il n'y avait pas de réserve fédérale en France, et pourtant ça n'a pas empêché les révolutionnaires français de faire l'assignat, et ensuite de faire les mandats nationaux. Bah, avec le résultat, exactement le même résultat. D'accord. Pourquoi croyez-vous que les Américains ont acheté toutes les chaires d'économie de la planète? Pour enseigner du Friedman, qui vous valide un dollar qui ne repose sur rien, juste sur la puissance atomique. Le problème, si vous voulez, c'est que la Yougoslavie de Milosevic, hein, il avait aussi des chars, des soldats, etc. Hein, puis la planche à billets, ça lui a explosé la gueule, je vous le rappelle quand même. Hein, c'est important. Hein, Ouais. hein, et ça a conduit quand même à la précipitation de la dislocation totale du pays, comme vous allez le voir en Ukraine d'ailleurs. Alors par rapport à Milton Friedman, vous avez pas mal mis l'accent sur la création monétaire, mais il y a aussi, si je me trompe pas dans ses théories, il met aussi beaucoup l'accent sur l'État qui doit être réduit à sa portion congrue, c'est-à-dire en grosso modo l'armée, la police, peut-être la justice, et que tout le reste devrait être privatisé, l'éducation, etc. Il y a aussi ça dans cette théorie, c'est une théorie... Oui, de la part des ultra-libérale. Américains, bah, regardez leur budget aujourd'hui. Enfin, je sais pas, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Je vous signale qu'en ce moment aux États-Unis, j'ai vu passer ça il y a 2 jours. Alors, je sais plus quel est l'État, mais bon, vous le retrouverez. Ils viennent de voter la suppression du budget pour 90 000 personnes qui n'ont pas trouvé de travail depuis 3 ans. Donc, ce sont 18 000 personnes qui vont se retrouver sans rien. D'accord? Mort aux pauvres. Je crois qu'il y a 20 millions de gens qui se nourrissent grâce au bon... 50. 50 millions. Plus de 50. J'étais Alors, très en dessous. la planche à billets, vous voyez ce que ça fait? Mhm. Là, en Yougoslavie, ça a fait le même effet. Hein. Eux, ils ont eu une inflation de... Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Alors, je crois que c'est 3 milliards %. J'ai bien dit 3 milliards %. Je vous signale qu'il y a un billet qui s'appelle le Jovanovic, hein, il était à 500 milliards de dinars. Donc, vous voyez, je sais de quoi je parle. Non mais, je sais pas si vous imaginez. Moi, j'ai eu ma tante qui m'expliquait qu'elle allait au marché faire ses courses. Et encore, quand les mecs acceptaient le dinar, hein, c'était pas de gagner d'avance. Je vous raconte pas comment à la fin de la journée, elle avait des migraines. Simplement pour faire les soustractions, additions, avec des billets de 500 milliards ou de 100 milliards. Oui. Alors, Eh oui, eh oui. pour conclure cette interview... Mais les Américains ça va se terminer de la même façon. La planche à billets des Français, c'est terminé avec l'arrivée de Napoléon. La planche à billets des Américains, c'est terminé par l'arrivée des Américains. Des Allemands, c'est terminé par l'arrivée de Hitler. La planche à billets des Américains va se terminer par l'arrivée de, je sais pas qui, l'Antéchrist peut-être, hein, parce qu'on est dans l'Apocalypse de Saint Jean parfois. Hein, j'en sais rien. Mais ça va se terminer par l'arrivée d'un fou furieux, hein, parce qu'en général, la planche à billets amène un fou furieux. Hein. Remarquez bien. Avec Napoléon, je peux vous dire qu'on a eu beaucoup de bol. C'est les autres qui ont payé dans les pays étrangers. C'est pas les Français. Bah, c'est vrai. Il a fait la guerre à tous les autres pays, il les a tous volés, dépouillés. Attends, il est même allé à Venise, je crois qu'ils avaient même piqué un des lions qui est sur la place Saint-Marc. Et puis finalement, ils l'ont rendu. Non mais, comprenez bien. Donc quand vous dites un homme providentiel, d'ailleurs ça pourrait être une femme présidentielle, une Oui, femme bien sûr. providentielle. Et, Absolument, ça peut être très bien une femme on providentielle. a bien compris qu'il n'y a pas que la France qui en a besoin, je crois qu'il y en a dans plein de pays du monde, y compris aux États-Unis, ils auraient bien besoin d'un homme ou d'une femme providentielle. Quoi. Mais, en fait, on revient, si vous voulez, à votre première question sur l'Ukraine. Vous ne pouvez rien faire contre les frontières linguistiques. Rien. C'est strictement impossible. Impossible. Regardez la Belgique. Regardez la Belgique. Combien de bagarres sanglantes entre flamands, belges, français, qui parlent français, etc. Combien il y en a eu, hein? Il y a eu même des coups de couteau, je crois, lors d'un conseil municipal, il y a 4 ans. C'est Nigel Farage qui a dit, la Belgique c'est un pays qui n'existe pas. Il est obligé de présenter ses excuses, mais il a raison. Techniquement, il a raison. Vous ne pouvez pas tenir. La Yougoslavie de Tito a tenu. Vous aviez les Serbes, vous aviez les Croates, vous avez les Hongrois, vous avez les Monténégrins, vous avez les Bosniaques et les Albanais. Uniquement, si vous voulez, l'aura, parce qu'il a résisté aux Allemands, comme De Gaulle, vous voyez,
C'est uniquement son aura qui a permis de tenir la Yougoslavie ensemble jusqu'à sa mort. Et vous avez un exemple typique, ce qu'on appelle nos cousins canadiens. Vous avez vu le calvaire que les Canadiens français ont vécu avec les Anglais? Le nombre de morts qu'il y a eu? Il y a un siècle, à peu près, ou un peu plus. Et même aujourd'hui, il y a une enclave. C'est une enclave, c'est vraiment... les Québécois, c'est le village d'Astérix. Mais non, mais c'est vraiment ça. C'est le village d'Astérix de l'autre côté du globe. Vous ne pouvez rien faire contre les... et vous pouvez essayer de mettre l'Europe, vous pouvez mettre la République fédérale yougoslave, hein, vous pouvez mettre l'Union des républiques socialistes soviétiques, hein, qui englobait tout et n'importe quoi, le Kazakhstan, tous les trucs en stan. Ça n'a pas marché. Ça leur a explosé à la gueule. En fait, où il disait toutes les monnaies plurinationales ont échoué par le passé. Peut-être qu'effectivement les nations qui sont plurilinguistiques, qui n'ont pas une langue unificatrice, sont vouées également à disparaître. Non mais ça c'est autre chose si vous voulez. Fekete le montre bien. Le taux d'échec des monnaies papier est de 100%, quelle que soit la langue. Donc, le problème est réglé pour ce qui concerne cette situation. Quelle que soit la langue, unie ou pas unie, on s'en fout. C'est échec 100%. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir la linguistique est une chose, la devise monétaire qui repose sur rien en est une autre. Parce que on revient toujours à ça. On revient toujours à ça. C'est très important. N'oubliez pas, en France, on a eu quand même les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, c'est quoi? C'est le Standard Or, Point and Wood, je vous rappelle quand même si c'est un Standard Or indirect. De Gaulle, il envoyait ses navires échanger tous les excédents de dollars qu'on avait et il rapatriait des lingots d'or qu'il mettait à la Banque de France. Pas fou, papy. Contrairement aux autres. Voilà. C'est moi Sarkozy, notamment, qui lui a vendu... C'est un traître. C'est de la traîtrise pure et sûre. C'est comme s'il lui a vendu la Joconde pour moi. Non, mais sérieusement. À ce niveau-là, c'est de la traîtrise, véritablement. Il a vendu les bijoux de famille, comme on dit. Ah oui, mais il n'a pas vendu que les bijoux de famille, je vous le dis. Quand je pense qu'il y a d'autres qui veulent qu'ils reviennent, non mais j'y crois pas encore. J'y crois pas. Pour conclure cette interview, alors selon vous, quelle serait une forme de banque centrale vertueuse une banque centrale par exemple française, on va imaginer une banque centrale française, quelle forme prendrait une banque centrale française? Celle de Picsou. Vertueuse. Celle de Picsou. C'est-à-dire? Pour expliquer un petit peu mieux aux internautes. Je pense que tous les internautes, vous y compris, le premier banquier central que vous ayez jamais rencontré de votre vie, c'est quand vous aviez 3-4 ans, c'est Picsou. C'est le banquier central par définition. Il a son immeuble, rempli de quoi? Rempli de pièces d'or. C'est pas rempli de papier, je vous le rappelle. Et il nage dedans. D'accord? Si vous voulez, je crois que c'est Charles Barks, le dessinateur de Picsou. Barks, si vous voulez, dans son génie, il a parfaitement illustré la réserve fractionnelle. La réserve fractionnelle, c'est quoi? C'est la maison de Picsou, remplie d'or. Et il pouvait prêter autant qu'il veut. Sa réserve fractionnelle, elle ne baissait pas. Donc là, il faut mettre ça en relation, si vous voulez, avec une piscine. Vous prenez une piscine olympique, et vous montez sur le plongeoir. Si la piscine est remplie, donc genre 2 mètres, 2 mètres d'eau, vous ressortez tranquille. Mais si vous avez que ça d'eau, quand vous sautez, vous vous ramassez, même si ça d'eau. Vous voyez, c'est une illustration très précise. Tout le monde sait, vous savez tous, moi y compris, ce qu'est une réserve fractionnelle, puisqu'on a été confronté à ça en lisant Picsou Magazine. Et puis on a toujours tous eu une tirelire, on était notre propre banquier. Bien sûr, et puis vous aviez Mickey Magazine qui vous offrait des petites tirelires. non, mais c'est très important ça, parce que c'est un truc, si vous voulez, auquel les gens ne font pas attention, mais c'est gravé dans leur tête. J'ai un gouverneur de banque, je veux dire, c'est Picsou, techniquement, le symbole pour les enfants. Donc, pour revenir à une banque, aujourd'hui, moi, là, je peux vous dire que je prendrais, si vous voulez, alors là, c'est simple, c'est une nationalisation immédiate de l'intégralité du système des grandes banques.
aux dépens, bien entendu, des actionnaires, que je vais saisir, bien entendu. Je saisis l'intégralité de leurs biens, surtout tous les comptes, si vous voulez, qui sont dans les îles Vierges, les îles Moustiques, Jersey. Jersey, c'est très intéressant, personne ne prête attention aux îles Jersey, hein. Pourtant, il y a beaucoup de choses à Jersey, c'est juste à 1 heure de bateau du Havre ou je sais pas où. Donc les îles Caïmans, hein. J'avais donné, je me souviens, sur le blog et à la radio, j'avais donné les numéros de compte, les numéros SWIFT de la BNP aux îles Caïmans. Hein. Donc c'est le même mec qui va vous dire, nous sommes... vous allez retirer 300 € à votre guichet, ah oui, mais on veut savoir pourquoi c'est, oui. C'est dans le genre terrorisme, blanchiment d'argent, etc. Les mecs, ça les empêche pas d'avoir des grosses agences à Caïmans et dans tous ces paradis tropicaux, fiscaux. Hein, ouais. Donc nationalisation immédiate des banques, séparation totale immédiate des banques privées, je veux dire des banques d'affaires, d'investissement. Hein, voilà. Elles font ce qu'elles veulent, mais auparavant, il faut examiner l'étendue de leurs actifs. Hein, c'est le système, si vous voulez, le Stigl Act a été inventé pour ça. Hein, ils l'ont mis en place justement pour éviter de recommencer les mêmes conneries avant 1929. Et moi je l'ai vu, je l'ai vu avec Larry Summers. Larry Summers, qui était conseiller de Bill Clinton, lui a fait signer. Clinton, il ne savait même pas de quoi il parlait, lui, il était fumé entre ses pétards avec ça, avec comment elle s'appelait, Monica. Hein, le mec, Stigl Act, il ne sait même pas ce que c'était, il a signé. Les choses ont dégénéré à ce moment-là. C'est vrai que c'est sous les démocrates effectivement qu'il y a eu l'abandon de ces bonnes pratiques de séparation de banque de dépôt. Mais c'est de la protection toute simple, c'est la protection des épargnants. Quand j'ai travaillé sur Black Masters, vous aviez Brooksley Board, elle était la patronne de la CFTC. Hein, c'est celle c'est un régulateur, hein, c'est l'équivalent un peu de l'AMF, on va dire ça comme ça, mais qui est spécialisé sur les ventes à terme, sur les crédits défaut swap justement, et autres technicités de ce genre. Et elle a vu, si vous voulez, que les banquiers étaient en train de... Moi je l'ai interviewée, hein, elle est dans le livre, hein, elle me l'a dit très, très clairement, les banques étaient déjà en train de truander. Elle a vu le moment où le peuple... Ça sera le peuple américain, mais elle pensait au peuple américain, mais elle n'a même pas réalisé que ça sera tout le peuple européen, américain, japonais qui allait payer les conneries. Vous comprenez? Et ils l'ont buté. Ils l'ont buté. Vous avez l'épisode dans le livre, ils l'ont buté, enfin buté, pas physiquement, mais ils l'ont dégagé, elle est partie en pleurant. Hein, elle a quitté ses bureaux qui sont pas loin de la Federal Reserve, en pleurant, elle est retournée dans l'Arkansas, je crois, où elle était avocate spécialisée des ventes à terme. Hein, donc elle est diplômée d'Yale, c'est pas une idiote la fille, hein. Genre elle est brillante en plus, je veux dire, elle a vu l'arnaque des crédits défaut swap, en particulier sur les matières premières à tout ce merdier. Elle a vu, résultat des courses, vous voyez, ils ont supprimé le Stigl Act, regardez où nous en sommes, et je peux vous dire que c'est toute la planète qui va payer le prix. Le système est condamné, il est condamné depuis le 29 septembre 2008. D'ailleurs, vous avez quelqu'un d'autre qui vous l'a prouvé. C'est Henri Guénaud qui vous l'a prouvé encore il y a quelques jours. Il a donné une interview à la défense de Sarkozy. Hein. Moi j'aime beaucoup Guénaud, je trouve que c'est un homme extraordinairement intelligent. Oui. C'est peut-être un des rares politiques pour lesquels j'ai du respect. Hein, parce que là, lui, moi je le respecte. Et il va sur le terrain. Et il s'est même fait élire député, vous vous rendez compte? Hein, je renvoie une... Voilà. Donc Guénaud a dit, je crois que c'est sur Europe 1, il a dit, sans Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, le monde ne serait plus ce qu'il était. Sans Nicolas Sarkozy, le monde se serait effondré, etc. Mais il disait pas les raisons. Mais si vous voulez qu'un jour on prenne 3 heures pour prendre une à une les décisions prises par Nicolas Sarkozy, on peut le faire. Sachez au moins que s'il n'avait pas été là, il n'y aurait plus de démocratie en France, plus de démocratie en Europe et plus de démocratie dans le monde. Il ne disait pas la raison. Mais la raison, moi je la connais. J'en ai déjà parlé maintes fois. C'est la fameuse réunion du, je sais plus, 10 octobre 2008, hein, donc après le 29 septembre, hein, où Nicolas Sarkozy... Je pense que c'est les Américains qui lui ont demandé de faire cette réunion. Donc ils ont réuni à l'Élysée les Allemands,
les gouverneurs de la Banque centrale, gouverneurs de la Banque centrale anglaise, les Américains, bien entendu la haute finance française, quelques banquiers, et ils ont décidé de prendre l'argent du peuple pour sauver les banques. Sinon, et c'est Mervyn King, là, pour le coup, gouverneur de la Banque centrale anglaise, hein, je l'ai déjà dit, mais là aussi, piqûre de rappel importante, il avait déclaré 2 ans plus tard, hein, je l'ai rapporté dans la revue de presse et à la radio, que si cette réunion à Paris n'avait pas eu lieu, lui, gouverneur de la Banque centrale anglaise, aurait arrêté tous les distributeurs anglais. Je crois que c'était le 5 octobre ou 8 octobre, peu importe. Il n'y avait plus d'argent nulle part. Les banques étaient insolvables, pardon. Insolvable. Ouais, insolvable, c'est marqué sif ammoniacal, ça leur fait pas de mal hein, pour leur compte. Oui, donc Guénaud fait référence à ça. Il fait référence à cette fameuse journée où Sarkozy a décidé de prendre l'argent du peuple. C'est sûr qu'il peut avoir beaucoup d'admiration, c'est vrai qu'on a continué. Mais en fait, on n'a fait que reculer pour mieux sauter. Et la chute sera d'autant plus dure. La chute sera d'autant plus dure. Il faut que vous retrouviez les images là, de Guénaud là, sur Europe 1, parce que je peux vous dire que ça apporte de l'eau au moulin. Hein. Il fait précisément référence à cette journée-là. D'ailleurs, même Ambrose Evans Pritchard, je m'en souviens parce que je crois que j'étais à Londres à l'époque. Même Ambrose Evans Pritchard avait écrit un grand papier dans le Télégraphe en disant Sarkozy a sauvé le monde hier. Et je me souviens l'avoir découpé, je l'avais envoyé à l'époque à Sarkozy en disant Monsieur le Président, vous venez de sauver le monde, etc. Félicitations. Et je lui ai envoyé l'article d'Ambrose. Et Sarko m'a fait répondre ensuite, avec un mot assez drôle d'ailleurs, je me souviens plus quoi, mais ça m'a fait rire sur l'époque. Aujourd'hui, ça me fait plus rire du tout, je peux vous le dire. Ça me fait plus rire du tout. Quand on réalise, si vous voulez, que en fait, le but du jeu, c'était de prendre l'argent du peuple, et tout l'argent du peuple, pour sauver les banques, je marche pas. C'est sûr. Alors pour revenir à ce que vous préconisiez, donc c'est une nationalisation des banques, séparation des banques privées et d'investissement. Enfin, il restera pas beaucoup de banques privées, je peux vous le dire. Oui, oui. Et donc la partie épargne serait donc gérée par des banques étatiques, ouais, nationales. Je dirais que pendant De Gaulle, toutes les banques étaient nationalisées. Hein. Oui. Les 30 Glorieuses, c'est des banques nationales. Qu'est-ce qui ferait quel serait le garde-fou par rapport au risque que des politiques puissent utiliser la planche à billets? Ah, vous voulez dire si on revient effectivement à une... Tout à fait. Ah, mais alors là c'est extrêmement simple. Moi, vous savez que je suis un élève de Fekete, hein, parce que je l'ai traduit, mais j'adhère 2000% si vous voulez à... En plus, oui, mais en plus, si vous voulez, en 6 ans de revue de presse, franchement, avec les dizaines de milliers d'articles que j'ai pu lire, vous pensez bien que ça n'a fait que confirmer. D'ailleurs, vous voyez bien le résultat. Attendez, je vous signale juste, je fais une parenthèse avant de répondre à votre question, 1,5 million de retraités français qui payaient 0 francs d'impôts, maintenant c'est 300 ou 600 euros. Vous avez pensé à eux? C'est peut-être vos parents ou vos grands-parents? Pourquoi vous croyez qu'on les fait payer, Hollande les fait payer? Le gouvernement de gauche en plus. Foiré. Hein? Le gouvernement de gauche fait payer les retraités. Gouvernement de gauche, les socialistes, putain, les communistes! Ils sont pires que les mecs de la droite, c'est exactement ce que disait De Gaulle. C'est des enfoirés. Alors pour empêcher la planche à billets alors, concrètement comment faire pour empêcher dans le cadre d'une banque centrale Attendez, regardez ce qu'a fait De Gaulle. De Gaulle avait accès à la planche à billets, je vous le rappelle. La banque centrale était indépendante. Il n'a pas fait fonctionner la planche à billets parce qu'il n'en avait pas besoin tout simplement. Attendez, on va revenir à l'essentiel, on va revenir au basique, on va revenir à l'or, parce qu'on revient toujours à l'or. Je vous rappelle quand même que la Banque de France, Dieu merci, ils ont déménagé l'or avant que les Allemands arrivent, d'accord, et que Roosevelt a voulu nous piquer notre or. Roosevelt a voulu nous piquer, voler. Je vous le rappelle. C'est très peu de gens savent ça. Donc voilà. Ensuite, Churchill lui a demandé de donner son or. De Gaulle a toujours refusé en disant qu'il en aurait besoin pour reconstruire la France. Comme quoi il était visionnaire. Hein. Et donc, si la France a pu redémarrer, c'est parce qu'on avait un sacré stock d'or à la Banque de France, les mecs. Vous croyez que vous redémarrez un pays quand vous n'avez pas de stock d'or dans la banque? Pourquoi les révolutionnaires français se sont ramassés, à votre avis?
les comptes, il n'y avait plus de pièces d'or. Il y avait plus, les comptes étaient vides, c'est pour ça que Louis XVI avait réuni les États généraux. Il voulait les taxer encore plus. La situation est la même, je vous signale. Hein. Ça explique aussi pourquoi ils ont pillé l'or de Libye pendant l'intervention, c'est aussi pour que la Libye soit dépendante de l'étranger pour pouvoir redémarrer, si elle redémarre un jour. Tous ceux qui sont déconnectés du dollar sont morts. Saddam Hussein, etc. etc. Tous les pétroliers, on va dire, tous les fabricants de pétrole qui ont dit je n'accepte plus le dollar, j'accepte des euros ou des lingots d'or, sont mourus. C'est comme les banquiers de la JP Morgan. Cherchez pas. Cherchez pas. Et Sarkozy, si vous voulez, est allé au Mali, Hollande est allé au Mali, mais au Mali, il y a de l'or. Hein, voilà. Je vous dis que les Américains ont beaucoup de mal à rendre l'or des Allemands. Ils ont demandé 7 ans. C'est comme si un paquebot mettait 7 ans pour faire New York, Le Havre. Vous voyez, faut qu'on m'explique quoi. Peut-être 7 ans, c'est le temps qu'il leur faut pour faire des guerres à l'étranger et récupérer d'autres stocks. Non mais c'est gentil, mais c'est absolument. Je sais pas, moi c'est comme si je vous prêtais ma tasse là, vous voyez, hein, tu me la gardes, hein, et puis je sais pas, je reviens 6 mois plus tard, tu me rends ma tasse, et puis vous me dites, ah bah non, accordez-moi 7 mois pour la rendre. Je dis pardon. Pourquoi 7 mois? Hein, voilà pourquoi les Américains réclament 7 ans. Ils ont pas l'or. Ils l'ont pas. C'est ce que disent beaucoup, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'audit à Fort Knox ou nulle part, c'est que... Ah oui, bah bon, ils veulent pas qu'on regarde. Évidemment. Évidemment. Qu'il a disparu ou qu'il a été vendu? Pardon? Il a disparu, il a vendu, il n'était jamais. J'ai pas compris. Le stock d'or, il a disparu ou il a été vendu? Lequel? Aux États-Unis? Fort Knox, oui. Non, mais vous parlez de quel stock d'or? Des Allemands? Des Américains? Des Américains. Bah, justement, c'est ce qu'on vient de vous dire, c'est qu'on sait pas. C'est pas une histoire avec la Chine ou quelque chose comme ça, il doit envoyer Non, mais c'est non. qu'il a dû avoir de l'or à un moment, mais peut-être pas non plus des quantités astronomiques, et qu'effectivement, maintenant, il n'y en a plus, donc plus beaucoup, pratiquement plus. Oui, moi je trouve ça génial, quoi. On revient toujours à l'or. Si la France a redémarré, si la France a eu ses 30 glorieuses, entre autres, hein, c'est parce que la Banque de France avait un stock d'or, que les gens avaient confiance, même si on avait une inflation. N'oubliez pas, les salaires de vos parents étaient indexés sur l'inflation. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est la grande arnaque, ça. Donc, Pierre Jovanovic, je vous remercie beaucoup pour cette discussion franche et instructive. C'est moi, hein, donc je donne rendez-vous à vos spectateurs pour la revue de presse, hein, comme tous les lundis, et puis de temps en temps, et surtout sur mon Twitter, hein, abonnez-vous à mon Twitter, c'est vachement important. D'accord, alors je sais que vous travaillez sur un nouveau livre, mais donc pour l'instant c'est top secret, donc il sortira à peu près quand? Septembre. Septembre, ok. Oui, parce que là je suis déjà à 200 et quelques pages, donc je pense que je vais arriver à 300, 320 à peu près. Ok, très bien. Eh bien merci beaucoup. C'est moi.